Alors que du côté de Marvel Studios, on nous a régalé avec un trailer de Captain Marvel et un premier trailer d'Avengers Endgame, du côté de Warner, l'heure de gloire est réservée à un roi qui pourtant est sous-coté pour moi dans l'univers du DC Comics. Je veux bien sûr parler du roi des sept mers, Aquaman. Veuveuse, aujourd'hui je vais consacrer cette History à l'analyse et à la critique du film Aquaman de Warner. Avant de commencer quoi que ce soit, je tiens à préciser que cette vidéo contiendra du spoil. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui n'aimeraient pas se faire spoiler, coupez cette vidéo maintenant, tout simplement. Et ceux qui ont vu le film ou ceux qui s'en foutent totalement du spoil, je vous invite maintenant désormais à écouter le résumé complet de l'histoire fait par Canon Geek. Notre histoire commence sur la rencontre entre la mer et la terre. La reine d'Atlantis a fui son royaume et son mariage arrangé et s'est retrouvée prise dans un ouragan. Rejetée inconsciente sur le rivage, le gardien d'un phare la trouve et l'emmène chez lui. Il la soigne et la laisse loger chez lui, cachée ainsi du royaume de la mer qu'elle a fui. En habitant ensemble, une forte liaison va naître entre eux, et bientôt, ils tombèrent amoureux et donnèrent naissance à un sang mêlé du nom d'Arthur. Malheureusement, un beau jour, les soldats d'Atlantis sont attaqués, dans le but de récupérer leur reine. Voyant qu'elle n'a pas d'autre choix, la reine revint dans son royaume, laissant son mari et son fils sur la terre. Elle promit de revenir un jour. Les années passèrent. Arthur a été entraîné par Vulco, vizir d'Atlantis, au maniement du trident et à la respiration sous l'eau. Mais Arthur a un don que les autres Atlantes n'ont pas. Il peut communiquer avec les animaux marins. Arthur est à présent un adulte qui aide les gens en pleine mer, ce qui lui a valu le surnom héroïque d'Aquaman. Lors de ses sauvetages, il dut affronter une bande de pirates et laissa le chef de ceux-ci mourir devant les yeux de son fils. Ce dernier se jura de se venger. L'ennemi d'Aquaman, Black Manta, était né. Pendant ce temps, les choses se gâtent à Atlantis. En effet, les Atlantes prévoient d'envahir le monde terrestre et de tuer tous ses habitants. Le seul moyen d'empêcher cette guerre serait qu'Arthur devienne le nouveau chef d'Atlantis, ce dont il n'a pas envie. Mais n'ayant pas le choix, s'il veut éviter que les gens qu'il aime ne soient blessés, il va accepter. Pour ce faire, il doit retrouver le trident de Neptune et ainsi prouver qu'il peut diriger les sept mers. Il sera aidé dans sa quête par Vulco et Mera, épouse d'Orm, demi-frère d'Arthur et roi d'Atlantis. Arthur va affronter Orm en combat aquatique et perdre. Sauvés par Mera, ils vont se mettre en quête du trident à travers le globe. Ne pouvant pas aller sur Terre, Orm fait un marché avec Black Manta. Il lui donne la technologie Atlante et lui demande de tuer Aquaman et Mera, ce qui l'arrange bien. Passant par le Sahara pour trouver un indice qui les mène en Sicile, là où le dernier indice se trouve, ils se font attaquer par les soldats d'Atlantis et par Black Manta, ayant lui-même amélioré son armure de technologie Atlante. Un violent combat s'ensuit alors, où Aquaman et Mera sortent victorieux mais mal en point. Ils se dirigent ensuite à ce qu'on appelle la fosse, là où se trouvent tous les Atlantes de l'ancien temps ayant muté en des monstres. Ils réussissent à s'en sortir et arrivèrent sur une île où Arthur retrouva sa mère, piégée là depuis 20 ans. C'est maintenant à Arthur de jouer. Il trouve le trident de Neptune, mais pour l'obtenir, doit montrer au Kraken qu'il en est digne. Il réussit à arracher le trident aux mains de l'ancien roi et possède donc le contrôle des sept mers. Ainsi, armé de son trident et de toutes les créatures marines à présent à ses côtés, Aquaman réaffronte son frère à la surface et gagne le combat. C'est ainsi qu'il empêcha la guerre. La mère d'Arthur rentre à la maison, où elle peut enfin retrouver son mari, qui l'attendait tous les jours depuis son départ forcé. Aquaman, quant à lui, épousa Mera et devint le souverain et protecteur des océans. Voilà donc pour le résumé, gros big up à Canon Gear qui me permet, avec sa belle voix et son résumé complet, de pouvoir moins m'égarer dans ma critique avec des détails de l'histoire car tout a été dit juste avant, du moins le principal. Commençons par le début du film où on parle des origines d'Aquaman et je trouve franchement que les origines sont bien détaillées sans trop partir vers des détails inutiles. On nous explique le principal et ce que j'ai aimé c'est que certaines scènes qu'on aurait pu intégrer au début, les scènes notamment où Vulco apprend à Aquaman à se battre ou encore même à nager, eh bien on les a pas intégrées
au début avec les origines. Ça c'est intéressant, on les a mis en lien avec des scènes du présent, par exemple le combat qui oppose Orm à Arthur Curry. Vulko demande à Arthur pour voir s'il se souvient bien de tout ce qu'il a appris, et là on va intégrer une scène qu'on aurait pu mettre au début à la suite de son enfance, mais on a préféré faire un lien avec un moment présent et ça j'apprécie beaucoup. Et bien c'est tout simplement la scène dans laquelle on voit Arthur adolescent qui apprend le maniement du trident avec Vulko tout simplement. Et mention spéciale à Vulko pour cette technique avec le tourbillon d'eau, le bouclier d'eau, je sais pas trop comment on appelle ça, mais en tout cas franchement c'est une technique que j'ai vraiment kiffé, franchement elle a l'air vraiment stylée et il va d'ailleurs l'utiliser à la fin contre Orm et ça franchement j'étais super content quand je l'ai vu. Maintenant on va parler d'un autre point positif. On a parlé des origines, bien expliqué, sans trop aller dans des détails qui ne servent à rien. On va parler d'un deuxième point positif, qui est un monde tout simplement rempli de richesses. Je vais bien sûr parler d'Atlantis. La première fois qu'on voit Atlantis, c'est quand Mera emmène Arthur jusque là, et honnêtement, c'est coloré. Les créatures sont juste impressionnantes, le monde est vraiment bien fait, et même si les Atlants regrettent la gloire perdue suite à la mer qui les a engloutis, et bien pour moi, que ce soit sur Terre ou même sous les mers, Atlantis a toujours gardé sa splendeur. Sauf qu'autrefois, elle rayonnait avec la lumière du soleil. Maintenant, on va dire que elle rayonne sous les océans. Un troisième point positif, à savoir la quête du trident, qui est pour moi une quête des plus dignes. Le trident de Neptune qu'Aquaman doit posséder pour tout simplement devenir maître d'Atlantis par la loi sacrée du trident. Ça reste quand même intéressant et paradoxal de construire une quête sur la Terre pour pouvoir trouver un trident qui nous permet de régner sur les mers. Et c'est là que je commence donc à assembler toutes les idées que j'ai citées point par point en une seule et même idée. Et quand on regarde de plus près, les Atlants qui sont évolués, qui ont une technologie meilleure que celle des Terriens, eh bien sont pourtant présentés comme étant une population aux traditions et aux pensées archaïques. Tout simplement lorsque l'on dit à un moment que Arthur a été éduqué sur Terre, donc il a appris que le monde ne faisait qu'un, et que Orm a été éduqué à Atlantis et a appris qu'il y avait deux mondes, celui des Surfaciens et celui des Atlants. Et tout ce paradoxe créé avec les Atlants, c'est pour montrer tout simplement que les Atlants ont tort, que le monde n'est pas qu'Atlantis, qu'il n'y a pas deux mondes, mais bien un monde composé de la terre et des mers. Maintenant, je vais vous citer mon personnage coup de cœur. Ça aurait pu être Aquaman, que j'apprécie beaucoup. Sachez que c'est le Aquaman le plus badass que j'ai jamais vu de toute ma vie. Ou encore Vulko, qui garde quand même sa promesse et qui est persuadé surtout que Arthur est le maître tant attendu des océans. Et malgré ce que pense Orm, il tient surtout toujours garder son engagement envers la reine Atlante, sa promesse, toujours garder un œil sur Arthur. Mais j'ai choisi Mera. Pourquoi? Parce qu'elle suit tout simplement sa conscience et c'est un personnage qui n'hésite pas à foncer dedans. Elle s'en fout de ce que les autres pensent, elle s'en fout des règles, de la patrie Atlante. Je ne sais pas trop quoi à vrai dire, j'avais pas très bien suivi là-dessus, mais je me souviens que quand elle avait interrompu brusquement le combat en allant sauver Arthur qui était en train de se faire défoncer par Orm, eh bien elle avait tout simplement désobéi un peu à la loi d'Atlantis, mais elle l'a dit elle-même très clairement qu'elle s'en foutait, qu'elle a suivi sa propre conscience, et ça c'est bien, c'est pas le genre de personnage qui se laisse dicter facilement, même par son mari qui est Orm, et honnêtement elle n'hésite pas, elle fonce dans le tas, et ça j'aime bien. Mais il y a quand même pour moi un échec, il s'agit de Black Manta, qui pour moi, il reste quand même l'ennemi numéro 1 d'Aquaman en temps normal, mais pour moi dans le film il a été totalement, le personnage pour moi était un petit peu sous-coté et il est rentré trop tôt. Pour moi il aurait plus eu sa place dans un Aquaman 2. Orm et Arthur, ça aurait été suffisant. Là on a vu un Black Manta qui était totalement esclave de Orm, esclave ne serait pas un mauvais terme, mais c'était un petit peu son serviteur, mais pour moi il vaut mieux que ça. Alors j'espère que en cas d'Aquaman 2, et j'imagine que ce sera le cas vu la scène post-crédit qu'on a eu,
Black Manta soit mieux exploré que ça, parce qu'il vaut beaucoup mieux que ça. Alors, maintenant en conclusion, pour moi cet hommage est digne du grand Aquaman et symboliquement représente tout simplement la renaissance suite à l'échec du DCEU. Si dans Justice League, qui pour la plupart était le film qui a marqué l'échec du DCEU, on a eu un Aquaman à moitié complet, et bien maintenant dans ce nouveau départ, ce n'est pas un Aquaman à moitié complet qu'on a, mais bien le roi des 7 mers. Passons au crédit, pas de lien d'article en description, parce que simplement j'ai été voir un film, à savoir Aquaman, et j'en ai fait une analyse avec une part de neutre certes, mais surtout une bonne partie de subjectivité. En revanche, le lien de la chaîne de Canon Gear, toujours en description, je la mets toujours parce qu'il a créé le logo, mais là, double big up à lui pour la simple bonne raison que, tout simplement, il a participé à cette vidéo en résumant l'histoire, d'ailleurs, résumé très complet comme je le voulais, je le remercie, surtout pour le montage qu'il m'a donné, hein. Et le lien des musiques utilisées sont en description, comme d'habitude. N'hésitez donc pas à me suivre sur Twitter, le lien est également dans la description comme toujours. Je vous invite à laisser un like, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la cloche. Mais le plus important, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année en famille. J'espère que je pourrai, normalement oui, cette vidéo sortira le 24, le jour du réveillon. Passez un bon réveillon, un joyeux Noël et une bonne fête du nouvel an. Pour ce qui est des prochains rendez-vous de la chaîne, je vous retrouve un petit peu avant le 1er janvier pour une vidéo qui ne sera pas une Age Story. Et en ce qui concerne la prochaine Age Story, elle sortira le 1er janvier 2019. Je me suis fixé ce défi de ne pas commencer par un retard. Ah oui, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'organise une FAQ début de 2019, histoire de répondre à vos questions. Posez toutes les questions que vous voulez, je trierai moi-même avec le hashtag AskToAJSF. Donc voilà, il sera affiché normalement. Voilà, sur ce, portez-vous bien, je pense vous avoir tout dit cette fois-ci. Sur ce, passez de joyeuses fêtes. C'était AJSF. Ciao les amis!